est cet enfant intérieur et surtout, quelles sont les conséquences de l'enfant intérieur sur la vie d'adulte. J'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Jeunesse Morar. Je suis coach intuitive spécialisée dans la reprogrammation mentale et émotionnelle. Et comme d'habitude, j'ai préparé un petit cadeau pour toi. Regarde dans les commentaires épinglés, tu vas trouver mon cadeau. C'est une mini formation absolument gratuite qui va t'aider à mieux comprendre l'enfant intérieur et pourquoi pas rentrer en contact avec ton enfant intérieur. Le sujet de l'enfant intérieur, c'est vraiment très, très grand. Et j'aurais besoin peut-être quelques jours pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce que je peux vous dire certainement, c'est que qu'est-ce que vous vivez maintenant à l'âge adulte? Si vous avez des problèmes dans vos relations, si vous avez des problèmes d'estime de soi, confiance en soi, amour de soi, vous rencontrez toujours des situations problématiques, que vous sentez que peu importe où vous allez dans une je ne sais pas, réunion ou fête, vous êtes toujours invisible, vous voulez parler, mais c'est comme tout le monde tourne le dos que vous essayez de parler. Difficulté de trouver un travail, difficulté de vivre au travail, difficulté de relation, tout ce que vous pouvez imaginer comme on peut nommer blocage, difficulté, trouve la racine dans l'enfance, dans cet enfant intérieur. Ce n'est vraiment nos problèmes de l'âge adulte sont juste des conséquences d'une enfance perturbée. Et ici, je veux revenir un peu parce que beaucoup de personnes disent « Ah, mais moi, pendant mon enfance, je n'ai pas eu de trauma. » Quand moi, j'utilise le mot trauma, s'il vous plaît, mettez-le un peu dans un cadre plus grand. Je ne l'utilise pas dans un terme, dans un cadre thérapeutique comme peut-être un psychologue parce que je ne le suis pas et donc c'est vraiment, je n'affirme pas de l'être. Mais juste, je vais vous dire que trauma, ça veut dire toute chose qui nous a blessés, chose qui nous a frustrés, chose qui nous a fait de la peine. Ça pas absolument que tu as été battu, enfermé, je sais pas, molesté, violé ou des choses, des grosses choses qui peuvent arriver à tellement de personnes. Mais vraiment, même les petites choses, comme tu n'as pas reçu d'attention, on t'a souvent dit tu vas rien réaliser dans ta vie, ou tu as été ignoré dans ta famille, ou tu as été oublié, ou il y avait toujours un frère qui était plus favorisé que toi. Tout ça, tout cet éventail d'événements qui ont blessé l'enfant, on peut le mettre sous l'ombrelle, on peut le mettre dans cette catégorie des traumas d'enfance. Et alors, en premier, qui est l'enfant intérieur? Malgré la croyance généralisée que l'enfant intérieur, c'est toi quand tu étais petit et tu as souffert pendant ton enfance, ce n'est pas vrai. L'enfant intérieur, c'est l'état de ton âme, un état pur, magnifique, joyeux, innocent, avec lequel chaque enfant vient au monde. C'est ça l'enfant intérieur. Donc, on fait une différence entre toi quand tu étais enfant et tu as été blessé par l'environnement, par la famille, par le milieu, et ton âme pure, prête à accueillir ce monde qui est venu dans l'incarnation. C'est ça l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est cette partie sacrée à l'intérieur de nous, cette partie qui nous donne la force de nous émerveiller, qui nous donne la force d'être joyeux, qui nous donne la force d'être créatif, de regarder un coucher de soleil et dire « Waouh, c'est magnifique », de profiter de petits moments de la vie. Ça, c'est l'enfant intérieur. Et maintenant, tout être humain vient au monde avec cet enfant intérieur en santé. Malgré le fait que ça existe, toutes ces blessures transgénérationnelles, le bagage transgénérationnel qu'on apporte dans l'incarnation, ça c'est vrai, mais ça c'est une autre histoire que moi je ne vais pas toucher dans cette vidéo, éventuellement je pourrais faire une autre vidéo, mais je parle un peu plus restreint. Donc, chaque enfant vient au monde dans un état pur, dans un état de joie. Par la suite, ça existe tout l'environnement, le milieu, dans lequel doucement, doucement, l'enfant commence à perdre cette pureté, à perdre cette joie, à perdre son émerveillement. Et je peux vous dire que j'ai énormément de clientes qui me disent, je ne me rappelle absolument rien de mon enfance. Est-ce que je peux guérir mon enfant intérieur? Oui, absolument, c'est possible de guérir ton enfant intérieur, même si tu ne te rappelles rien. Pourquoi ces personnes ne se rappellent pas de leur enfance? Parce que dans leur enfance, il y avait des événements douloureux.
Et ces événements douloureux, peut-être qu'ils ont été trop douloureux, et l'enfant fait en sorte d'effacer. Je vous dis, la capacité des enfants d'oublier est extraordinaire. Ils ont comme un bouton, on dit efface, et ils effacent tous les souvenirs qui leur ont fait mal, des souvenirs douloureux. C'est justement parce que dans cette capacité d'effacer nos souvenirs, c'est notre bouclier. On construit un bouclier de protection parce que si les événements sont tous douloureux et tu vis en permanence plongé dans cette souffrance, à un certain moment, tu peux devenir vraiment fou. C'est pour ça ces états anxiogènes, c'est pour ça que même des personnes qui arrivent au suicide, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre comme une pause tous ces souvenirs douloureux de leur passé. Alors, l'enfant vient pur au monde. OK? Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ça existe plusieurs facteurs qui vont faire en sorte que cette pureté de l'enfant va doucement, doucement diminuer, déformer et disparaître. En premier, c'est la famille. Je lisais un rapport, une étude où disait qu'à peu près 95% des enfants sur cette planète vivent dans des familles dysfonctionnelles. Alors, imaginez le nombre impressionnant des enfants qui vivent dans des familles où ils ne reçoivent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin? Je vais essayer de faire court, de consolider, de synthétiser ces informations parce que le sujet de l'enfant intérieur il est très grand. L'enfant, pour se développer correctement, il a besoin que sa famille satisfasse ses besoins physiologiques, manger, dormir, aller à la toilette, se laver, tout ça sont des besoins physiologiques. Mais une grande partie est beaucoup plus importante, je pourrais dire, sont les besoins émotionnels. Alors, si la famille ne satisfait pas ses besoins émotionnels, comme besoin d'être aimé, numéro 1, besoin d'être touché, parce que par le toucher, l'enfant commence à se sentir en sécurité, donc développer les sentiments de sécurité. Le besoin de savoir qu'il est important, qu'il existe, qu'il a une voix dans sa famille. Alors, ces besoins de base, s'ils ne sont pas satisfaits par la famille, l'enfant, d'une manière inconsciente, toute sa vie, va essayer de les satisfaire par différents moyens. Toute sa vie, sans exception. Et je peux vous dire que j'ai des clients de 70 ans qui sont encore à la recherche de la satisfaction de leurs besoins primaires, des besoins qui n'ont pas été satisfaits pendant leur enfance. Donc, regardez, comme si tu ne fais pas un travail sur soi conscient, mais vraiment conscient, toute ta vie, tu es à la recherche de combler ce quelque chose qui te manque. C'est pour ça apparaît le terme vide existentiel, rien ne fonctionne, il me manque quelque chose. Il te manque ce quelque chose qui n'a pas été comblé pendant ton enfance. Et numéro 1, c'est le besoin d'amour, besoin de sécurité, besoin de savoir que tu es important, besoin d'appartenance. Si ces besoins primaires de l'enfant ne sont jamais satisfaits, l'adulte va toujours essayer de les satisfaire. Et la plupart du temps, malheureusement, en tant qu'adulte, tu essaies de combler tes besoins primaires dans les relations. Et c'est ici toute cette dysfonctionnalité que vous pouvez imaginer dans les relations, parce que nous, on rencontre une personne et dit, ah, c'est cette personne qui va combler mon vide existentiel. Ah, c'est cette personne qui va m'aimer, qui va me donner le sentiment que j'existe, que je suis importante. C'est pour ça la dépendance affective, c'est pour ça l'archétype du sauveur, c'est pour ça cette perte où tu te perds, le temps tu donnes, et tu te perds dans les autres, le temps que tu ne sais pas qui tu es exactement. C'est tout ça, ça vient. Et si vous vivez ce type d'événements dans votre vie, ce type de vide intérieur, ce type de dysfonctionnalité dans vos relations, tout est relié à l'enfant intérieur, il est relié à votre enfance. Donc, l'enfant pendant son enfance va perdre cette lumière brillante qui est la lumière de son âme, et il va essayer par la suite, pour le reste de sa vie, de rallumer cette lumière, combler ses besoins primaires. Maintenant, on va venir comment cet enfant intérieur, il va perdre sa lumière. En premier, même parce que je vous dis, je parle avec énormément de femmes. Et quand je dis un peu comment c'était ton enfance, je dis, ah, c'était super, c'était joyeux, j'avais tout ce que je voulais, mes parents m'offraient tout ce que je voulais. Alors, dans sa vie d'adulte, problème relationnel, problème d'estime de soi, problème d'amour de soi, il y avait toujours quelque chose. Alors, j'ai creusé plus. Et dans nos discussions, revenait souvent le fait que, oui, mon côté matériel était satisfait, mais mes parents étaient absents émotionnels. Ou mon frère était plus favorisé que moi,
où mes parents avaient toujours des exigences super élevées envers moi, d'où ce problème de perfection. Toujours le besoin d'être encore parfaite, plus parfaite, plus parfaite, plus parfaite. C'est justement parce que la perfection, ça découle directement d'un amour conditionnel. L'enfant, il a été habitué pendant l'enfance de recevoir un peu d'amour à condition de faire quelque chose. Et alors, à l'âge adulte, on va rester dans notre tête avec cette idée, je dois faire quelque chose pour recevoir l'amour dont j'ai besoin. C'est ça le problème de la perfection. Donc, regardez des petits événements comme ça, ou peut-être tu as eu des parents surprotecteurs. Et qu'est-ce que ça veut dire un parent surprotecteur? D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur les parents toxiques. Et les parents toxiques, c'est pas absolument juste des parents abusifs, ce sont aussi des parents surprotecteurs. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin d'un parent équilibré, sain émotionnel, qui va dire à son enfant le message suivant. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de te tromper. Et peu importe qu'est-ce qui se passe, moi, je suis là pour t'aider quand tu vas tomber. Et comme ça, l'enfant va savoir qu'il y a un adulte protecteur derrière lui. Il y a quelqu'un qui va l'attraper quand il va tomber, mais en même temps qui va l'encourager à faire ses expériences, à faire ses propres erreurs, à faire ses propres rencontres. Il va l'encourager à même quand il va avoir ses premières expériences amoureuses, ou il va être rejeté à l'école, ou peu importe qu'est-ce qui va venir dans ce monde émotionnel avec la souffrance, le parent va dire oui, c'est correct d'avoir ce type d'émotion, il n'y a pas de problème que tu es en colère, juste tu dois apprendre comment canaliser ta colère ou ta tristesse ou ta rancœur. Tu vois, le parent, c'est le premier miroir de l'enfant parce que peut-être vous avez remarqué ou sinon peut-être vous avez entendu, sinon c'est moi qui je vous le dis, l'enfant ne va jamais faire qu'est-ce que le parent lui dit de faire. Mais l'enfant va copier le modèle de parent. Alors, si toi, tu as un parent dysfonctionnel qui va agir d'une manière exagérée, il va toujours être mécontent, toujours dans la critique, procrastination ou une boulimie ou anorexie ou des troubles alimentaires ou peu importe, vous comprenez, le parent est déjà dysfonctionnel, mais il dit à son enfant le contraire. L'enfant, il va même pas retenir les mots que les parents lui disent. L'enfant va suivre et il va avoir comme une sorte de copier-coller dans sa tête du modèle du parent. Et vous savez, c'est vraiment très intéressant le fait que j'ai des clientes qui me disent, Genestra, je déteste ma mère. Et ça fait tellement peine de voir que je réagis exactement comme ma mère. Vous comprenez à quel point l'enfant, il prend tout ce qui vient de l'extérieur comme acquis. C'est pour ça que si vous allez regarder, j'ai fait une autre vidéo entre 0 et 7 ans, à quel point entre 0 et 7 ans, l'enfant, il est comme une livre ouverte avec les pages vides. Tu peux écrire n'importe quoi à l'intérieur de ces livres parce que pour l'enfant, ça va être vrai. Et alors, à cet âge se déforme l'image de soi, estime de soi, amour de soi, parce que l'enfant va voir en premier le modèle de l'extérieur, le modèle des parents, qui c'est un modèle malheureusement dysfonctionnel, je m'excuse. Et alors l'enfant va copier ce modèle et sans se rendre compte quand ce sera son tour de se confronter à une situation similaire avec la situation dans laquelle se trouvait sa mère ou son père, les mécanismes, les comportements copiés vont sortir tout de suite. Tout de suite vont sortir. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent, je suis tellement conscient de ce qui se passe avec moi. J'ai beaucoup lu, je connais mes problèmes, mais je n'arrive pas à les changer. C'est pour cette raison que tu n'arrives pas à les changer. Parce que le modèle sur lequel tu fonctionnes ici et maintenant, ça ne t'appartient pas. C'est un modèle dysfonctionnel que tu as copié pendant ton enfance. Ce modèle, il a été ça a été imprégné dans ton inconscient. Et l'inconscient, c'est 95% de nous, donc 5%, peut-être 4% de nous, la partie consciente, n'a pas le pouvoir de désamorcer ces choses inconscientes. Et alors, tout de suite, le comportement inconscient va sortir avant que toi, tu aies la capacité de réfléchir et de dire, non, attends un peu, je ne veux pas réagir comme ça. La réaction va partir avant toi.
Ça s'appelle conditionnement. Parce que si tous les jours tu répètes les mêmes actions, si tous les jours tu fais les mêmes choses, tous les jours tu vis dans le même environnement, tous les jours tu prends le même chemin, alors c'est comme un sort de robot. On est programmé et par cette programmation, malheureusement, on perd notre capacité de réflexion et surtout notre capacité de décider comment je veux réagir. Parce que si moi j'ai toujours réagi, par exemple, je vous dis tout simple, quand je suis triste, je pleure. Un exemple d'une personne. Quand je suis triste, je mange de bonbons. Quand je suis triste, je me cache dans mon lit. Donc, regardez des comportements pour la même émotion. Chaque personne va avoir un comportement différent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois quand je veux être triste, je veux me cacher dans mon lit, je veux pleurer ou je veux manger des bonbons. Et parce que je suis programmée à force de répéter ces comportements pendant des années, des années, des années, des années, ça me disparaît la capacité de faire un choix différent. On me dit, attends, je suis triste. Mais peut-être qu'à la place de pleurer et manger de bonbons, me cacher dans mon lit, je peux faire quelque chose d'autre. Ça disparaît cette capacité. Et on continue et on renforce le même comportement. Et vous savez, 99% de nos agissements dans le monde sont des habitudes de vie. Et on se perd dans ces habitudes et surtout, on ne questionne jamais nos habitudes de vie. On ne questionne pas nos habitudes de vie. Pourquoi? Parce que nos habitudes de vie, ça fait partie de nous. Et quand ça fait partie de toi, tu ne questionnes pas cette habitude. Si je veux dormir toujours du côté droit de mon lit, je veux dormir toujours du côté droit de mon lit et je vais développer la croyance que du côté droit du lit, je me repose mieux. Parce que toute ma vie, je l'ai faite et je me suis reposée. Je dis, ah non, si je dors du côté gauche du lit, sûr, je ne vais pas bien me reposer. Parce que c'est une habitude. Et nous, les humains, sans offenser personne, mais on est tellement paresseux. On est tellement paresseux et on est tellement lent à prendre conscience que tout ce que nous, on fait, notre comportement, ce n'est que le résultat des habitudes implantées il y a longtemps et qu'on répète sur une base régulière. Et l'effort demandé pour sortir de cette programmation est trop grand. Et alors, c'est pour ça, pourquoi il y a tellement de personnes qui font un travail sur soi, il y a tellement peu qui arrivent vraiment, vraiment à faire ce travail sur soi et à avoir des résultats et à transformer leur vie. Pourquoi? Parce qu'un travail sur soi, c'est pour ça qu'ils travaillent sur soi, travailler sur tes propres conditionnements, travailler sur tes propres mécanismes de défense, travailler sur tes propres émotions, ça demande un effort conscient et volontaire. OK, je me sens de cette façon, qu'est-ce que je devrais faire pour me sentir différemment? Tu vois, ça te pose un effort, ça demande un effort, ça demande un effort volontaire et surtout, en premier, c'est la réflexion que tu dois changer ce comportement et deuxièmement, appliquer. Il y a beaucoup de personnes, ah, à partir de demain, je vais faire ci. Ah, maintenant, j'ai compris cette stratégie. Mais quand c'est le temps d'appliquer, fini, oublie ça. On retombe dans nos anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que dans notre zone de confort, qu'est-ce qu'on appelle zone de confort? Toutes les habitudes sont déjà là, sont déjà fixées. Ça ne demande aucun effort et on est dans nos habitudes. Vous savez, on souffre, on est malheureux, mais c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on est capable de gérer. Et alors, on est confortable. C'est pour ça que c'est la zone de confort. Et dans ce zone, c'est pas absolument que c'est une zone de sécurité. C'est juste, c'est pas que tu es heureux et tu es bien dans ta zone de confort. C'est juste quelque chose que tu connais et tu maîtrises. Et par excellence, notre cerveau, il est construit pour nous protéger, pas pour nous rendre heureux. Et c'est pour ça que le cerveau va tout de suite, vous savez, tout ce qui ça vient, ah, je ne veux pas faire ça. Procrastination, autosabotage. C'est le cerveau qui te dit ne sors pas de ta zone de confort. Pourquoi? Parce que dans ta zone de confort, tu es en sécurité. Et tout acte qui te sort de ta zone de confort, il est perçu par notre cerveau comme un danger. Et comme il est construit comme notre gardien pour nous protéger contre le danger, il va nous replacer tout de suite dans notre zone de confort. Vous comprenez? C'est ça que ça se passe avec tous ces mécanismes inconscients qui se sont formés pendant notre enfance. Donc, regardez comme toutes, mais absolument tous les événements de l'âge adulte, à l'âge adulte, peu importe leur nature, que ce soit positive ou négative, elles trouvent leurs racines dans notre enfance. Elles trouvent leurs racines dans ce monde émotionnel qui est l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que c'est nos émotions qui dirigent notre vie. Je me sens triste, je pleure,
Je me cache dans mon lit, j'ai pas envie de voir personne, j'écris des messages désespérés à quelqu'un, je suis en colère, je vais crier, je vais hurler, peut-être je vais lancer des objets, peut-être je vais taper un mur, ou peut-être je vais courir, je vais faire... Regardez, sont toutes émotions, nos émotions déterminent un acte, un agissement à l'intérieur. Et alors, si nos émotions ne sont pas en santé, plus doublées de toutes nos programmations de l'enfance, alors, c'est pas pour rien que notre vie à l'âge adulte va complètement à la dérive. Nos émotions sont perturbées, notre programmation mode robot est en plein fonctionnement, nous sommes dans un mode endormissement, nous ne réalisons même pas les actes qu'on pose. Ah, pourquoi je l'ai fait encore? Comme tu réalises 10 secondes ou 15, 20, 30 minutes plus tard, qu'est-ce que tu as fait? Parce que pour le moment, sur le coup, quand la situation apparaît, tu fermes le lobe frontal, qui est le lobe de la réflexion, et tu retombes dans ton reptilien, qui est le cerveau de l'enfant, le premier cerveau. Et dans le cerveau reptilien, il y a juste j'attaque ou je m'enfuis. Donc, les automatismes sont basés sur notre cerveau reptilien, sont basés sur nos émotions négatives, sont basés sur nos programmations faites pendant l'enfance. Et alors, on roule à perpétuité dans le même moulin, sans être capable de sortir de là. Mais le problème, parce que je vous dis, j'ai la chance vraiment de parler avec énormément de personnes. Si je ne sais, je ne comprends pas. Justement, j'avais hier quelqu'un en consultation qui disait, chaque fois que je m'en vais dans un endroit, dans un public, fête, peu importe, je veux parler, mais c'est comme personne me voit, personne m'entend. Et quand je lui demandais, il dit, mais parle-moi un peu, comment tu t'habilles? Vraiment une question, pas grand rapport. Il dit, ah, je m'en vais toujours, même quand je sors avec le chien, je m'habille toujours avec des vêtements très, très effacés, je ne veux pas que les autres me remarquent. Donc, regardez comme le fait que les autres ne te voient pas, ça te dérange. Mais toi, tu fais en sorte que les autres ne te voient pas. Pourquoi? Parce que ça vient d'un conditionnement qui s'est passé il y a quelque temps dans ton enfance. Différents contextes, différentes manières d'arriver à cette programmation, mais elle est là. Et elle est active jusqu'au dernier jour de ta vie. Malheureusement, si tu ne fais pas un travail conscient pour toi, pour comprendre pourquoi je réagis comme ça, pour changer le conditionnement et surtout pour avoir cette capacité, cette force intérieure d'effacer les programmes qui sont déjà en toi et passer vers une nouvelle programmation. Moi, je dis toujours à mes clientes, tu ne pourrais jamais, jamais transformer ta vie le temps que tu restes dans l'ancienne personnalité. Il faut que tu traverses vers une nouvelle personnalité. Et quand je dis ça, elles me disent, mais moi, j'aime ma personnalité, je ne veux pas la changer. Ça ne veut pas dire que tu dois effacer ta personnalité ou que tu dois devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu dois juste devenir toi. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie, avec tous les conditionnements, les problèmes, les réactions, ce n'est pas toi. C'est tout le bagage que tu as hérité de ta famille, de la société, tes expériences négatives, tous les conditionnements ont créé ce que tu appelles personnalité. Or, la personnalité, tu vois qu'elle a beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, beaucoup de détresse. Or, tu ne renonces pas à quelque chose qui te fait grandir. Tu vas renoncer à quelque chose qui te détruit et qui te garde dans un état de détresse et de souffrance. Donc, je sais que c'est un sujet super grand. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir différents sujets abordés à travers cet enfant intérieur. Mais je voulais juste amener une image un peu globale de qu'est-ce qui se passe avec l'enfant intérieur. Parce que toutes, mais absolument toutes dans notre vie, tous les domaines de notre vie, inclusivement l'argent, l'amour, les professions, les relations avec les autres, sont construites sur l'enfant intérieur. Et si l'enfant intérieur est souffrant, si l'enfant intérieur est malade, il est blessé, il est en cachette, tout notre comportement et tous nos agissements à l'âge adulte va être affecté sans exception. Alors, laissez-moi dans les commentaires, laissez-moi savoir si cette vidéo vous a apporté un peu plus de clarification sur qu'est-ce que vous vivez, sur mieux comprendre notre mode de fonctionnement. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, peu importe où vous allez voir cette vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous. Bye bye!